L'invité de cette semaine, Laurent Rodriguez, bonjour. On est chez vous, dans votre activité, dans votre nouvelle activité, l'hôtel qui porte votre nom, l'hôtel Laurent Rodriguez. Ça fait longtemps que vous avez cette affaire ici? Ça fait 6 ans maintenant, ouais, on va attaquer la septième saison cet été, donc ça commence à faire. Ouais. C'est une opportunité qu'il faut qu'on vous retrouve dans ce type de métier ou c'est une envie J'ai toujours pensé, moi, que le métier d'entraîneur était un métier dangereux et qu'il valait mieux avoir une roue de secours. Je l'ai toujours pensé et j'ai toujours eu une activité en parallèle. Voilà, j'étais pluriactif, on va dire, alors que j'étais entraîneur professionnel. Bon, vous le savez bien, on perd 3 matchs d'affilée et c'est le couperet au-dessus de la tête qui tombe. Donc voilà, ça a toujours été une sécurité pour moi, même si ça a été difficile souvent de concilier les deux, parce qu'un hôtel-restaurant c'est très prenant. Autant un restaurant, quand vous fermez, que les clients sont partis, vous pouvez rentrer chez vous, autant un hôtel, il faut être là du matin au soir, quoi. Donc les deux cumulés, ça faisait quand même pas mal de boulot. Ouais. Vous n'avez pas totalement coupé avec le rugby, puisque la première fois qu'on est venu voir Cambo, je l'ai entendu au micro, j'ai entendu Laurent Rodriguez, je me demandais, et on vous retrouve sur ce banc de Cambo. C'est quoi? C'est le club qui est venu vous chercher ou c'est vous qui avez besoin un peu de... Vous savez, c'est une petite ville, et en ayant le restaurant, j'ai forcément parmi mes clients des gens de Cambo et du club de rugby. Et c'est Christophe Carrère qui à l'époque a entraîné la première. Et avec qui on avait sympathisé, il m'a dit mais bon, ça te ferait du bien de revenir, de t'occuper de rugby. Et puis oui, il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort, donc j'ai accepté, j'y suis allé en y mettant un pied d'abord. Et puis après voilà, ils m'ont sollicité pour que je vienne plus souvent. Et puis finalement, ça m'a fait un bien énorme de me replonger finalement à un niveau que moi j'ai connu, quoi. Je suis issu d'un petit club puisque j'ai été formé à Lannemezan et Cambo me rappelait complètement toute mon enfance passée à apprendre sur les bancs de l'école de rugby de Lannemezan, quoi. Cette saison avec Cambo, on vous attendait peut-être pas en honneur, vous êtes qualifié, on vous attendait peut-être pas en demi-finale, vous êtes qualifié. Il y a certes une déception en demi-finale, mais la saison est magnifique pour le club. Oui, compte tenu, je dirais, et j'en parle souvent avec mon président, avec les éléments que nous avons, avec l'effectif quantitatif et qualitatif que nous possédons, c'est bien. Les résultats que l'on a eus, c'est même très bien parce qu'on se retrouve quand même quelquefois à l'entraînement le mardi, on est une douzaine. Plus souvent, j'ai remarqué d'ailleurs le vendredi, au moment de faire la composition de l'équipe, là, tout d'un coup, on est 30. Mais bon, voilà, c'est aussi ça qui me plaît, quoi, parce que les joueurs, ils sont francs, c'est cette franchise que j'avais un peu perdue avec les professionnels, parce qu'ils me disaient carrément, bon, Laurent, on n'est pas là vendredi parce que c'est les fêtes au village, que je fais partie du comité des fêtes et donc je ne serai pas, et donc je ne peux pas venir dimanche jouer. Bon, mais très bien, on va s'adapter. Voilà, c'est cette franchise-là que j'ai bien aimé, et donc voilà, après. Le niveau il est ce qu'il est, mais j'ai trouvé des joueurs très attentifs à ce qu'on pouvait leur proposer aux entraînements. Et voilà, donc c'est du pain béni pour un entraîneur, quoi. Équipe encore jeune, des catégories de jeunes qui ont bien marché avec quelques finales, enfin des phases finales pour eux. Est-ce qu'on peut retrouver ce club au niveau fédéral dans les années qui arrivent? Il y a beaucoup de conditions pour y parvenir et notamment étoffer l'effectif. Après, il faudrait en discuter avec Marcel Noblia, quels sont ses objectifs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec l'effectif aujourd'hui, non, ce que l'on a fait, c'est déjà très bien. Accéder au plus haut niveau, ou alors il va falloir attendre que les jeunes poussent et qu'ils ont de bons résultats derrière. Mais bon, après, vous savez ce que c'est, il y a un décalage qui va se faire. Voilà. Ben, c'est pas facile de faire vivre un petit club comme ça. Bon, aujourd'hui, les jeunes, ils sont tellement attirés par plein de sports que voilà, nous on a des joueurs de pelote beaucoup. Et c'est bien parce que c'est un apport supplémentaire dans la préparation physique pour être rugbyman. Mais bon, voilà, ils sont des touches à tout, ils aiment faire plein de choses. Et quand on ambitionne de monter à des échelons plus au-dessus, il faut être un peu plus assidu aux entraînements, il faut être un peu plus nombreux au niveau de l'effectif, il faut avoir une structure et du matériel un peu plus important, donc ça demande un budget plus important aussi, et voilà la difficulté d'un club comme le nôtre. Est-ce que vous allez continuer cette aide au club la saison prochaine? Oui, bien sûr, moi je prends un plaisir énorme, et je pense que Marcel Noblia le souhaite aussi, les entraîneurs avec qui on s'entend très bien. Et voilà, c'est une bouffée d'oxygène. Vous savez, on s'entraîne 2 fois par semaine. Quand ça dure 1h30, les joueurs commencent à râler parce que c'est trop long. Donc en fait, c'est 3 heures dans la semaine. C'est de la rigolade, quoi. Cette aide, ça sera toujours avec la première du coup? Oui, tout à fait. Mais bon, je suis ouvert à aller donner un coup de main aux autres. Mais bon, il y a déjà de bons éducateurs au niveau de
tous les niveaux, donc voilà, ils s'en sortent très bien. Donc ce sera au niveau effectivement des seniors. Vous le disiez, vous retrouviez l'esprit un peu que vous aviez connu à Lannemezan. Est-ce qu'il y a des différences entre le rugby amateur que vous avez connu et le rugby amateur que vous retrouvez aujourd'hui? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Moi, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de plaisir à évoluer à Cambo, parce que j'ai retrouvé ça, cette fraîcheur, cette envie aussi de défendre le clocher qu'on a perdu quand on évolue avec les joueurs professionnels. Hein. Et voilà, et puis j'ai vu les joueurs, j'ai été surpris, se motiver tout seul dans le vestiaire parce qu'on ne perd pas, parce que c'est le village d'à côté, qu'il ne faut surtout pas perdre contre eux. Et voilà, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est un recul en arrière que j'ai fait et ça me donne de jouer dans ça. D'ailleurs, dans votre carrière professionnelle, je parle d'entraîneur parce que joueur, c'était pas encore pro. Vous aviez quand même un œil sur ce rugby amateur ou pas du tout? Ça prend déjà beaucoup trop de temps? Ouais, sincèrement, ça prend tellement de boulot. Alors, quand on se penchait sur le rugby amateur, c'était pour essayer de détecter un joueur qui avait le niveau supérieur et qu'on essayait de soutirer malheureusement à un bon club amateur, quoi. Mais non, après le professionnel, ça prend beaucoup de temps, c'est tous les jours, c'est de la vidéo, c'est de la préparation d'entraînement, c'est de l'analyse, c'est des entraînements. On n'a pas le temps de faire grand chose. Et puis comme je vous le disais, moi j'ai en plus une activité à côté, donc le temps de libre, non, il n'y a pas. On a des jeunes qui arrêtent de plus en plus tôt, les clubs ont du mal à faire 2 équipes seniors, voire même des équipes juniors. Vous le disiez, c'est parce qu'il y a une multitude d'activités. Il n'y a que ça comme raison, d'après vous? Ouais, c'est un état d'esprit. La jeunesse aujourd'hui, elle est en train de changer. On n'a plus la passion d'un sport comme on pouvait avoir autrefois et ne faire que ce sport parce qu'on est omnibulé par l'heure de l'entraînement, par les matchs. Non, aujourd'hui, c'est un état d'esprit, c'est un problème sociétal, je dirais. Voilà, de la même façon qu'au boulot, je le vois ici, c'est de plus en plus difficile de faire travailler les gens plus de 35 heures. Donc voilà, en sport, on souffre aussi de ce problème-là. Il va y avoir des élections à la présidence de la FFR. Est-ce que vous suivez ça ou bien vous dites de toute façon, qui que ce soit, ça sera toujours la même chose? C'est vrai que maintenant, depuis le temps, j'ai vu tellement les vieux barons s'occuper de la fédération avec certains que l'on aidait à monter et descendre du bus, mais qui n'auraient pas donné leur blazer pour rien au monde, donc leur place. Est-ce qu'un jour ça va changer? C'est vrai que les anciens comme moi, on se pose la question. Alors je vous dis franchement, j'ai été sollicité par un comité de soutien de Bernard Laporte, et c'est le seul qui m'a vraiment sollicité, donc pas les autres. Mais les autres, ils sont tellement sûrs d'être réélus par le système de vote mis en place qu'il n'y aura même pas de bataille, quoi. C'est voué à l'échec pour les opposants. Donc on va faire avec ce régime-là, et qui n'est autre que le même régime qui gère la fédération depuis des années. Alors ils nous font croire qu'il y a certaines évolutions, mais ça ne change pas, quoi. Est-ce qu'on pourrait d'ailleurs vous revoir un jour? Vous avez été sollicité là, aux dirigeants, à la Fédé? Non, à la Fédé, je ne pense pas, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais à un autre niveau du rugby, oui, pourquoi pas, ça m'intéresse. Je suis bien top 14 que Pro D2, mais je serais même presque plus tenté de poursuivre, mais à un niveau presque amateur professionnel. Vous savez, cette tranche où on bascule dans le professionnalisme pour structurer un club de cette façon-là, mais les vrais pros et top 14, donc, vous voyez, on fait malheureusement appel à beaucoup d'entraîneurs étrangers, ce que je déplore. Et voilà, donc il y aura de moins en moins un rugby français comme on l'a connu depuis de nombreuses années, une entité qui va se perdre par l'apport justement de ces joueurs étrangers et entraîneurs étrangers. Mais ça c'est dommage, si personne ne fait rien à ce niveau-là, eh bien il faudra bientôt communiquer en anglais aux entraînements. Mais je ne plaisante pas, ça se fait déjà dans certains clubs, et c'est quand même dommage parce qu'on en perd notre identité. Vous avez quitté, enfin, on vous a fait quitter le Biarritz Olympique lors de la descente en Pro D2. Est-ce que vous avez toujours un œil particulier pour ce club? Sincèrement, je regarde les résultats. Je n'y ai plus jamais remis les pieds et je ne suis pas prêt de le faire. Je suis comme ça, vous savez, je suis quelqu'un d'entier. Quand on me vire d'un endroit, je ne vois pas la raison pour laquelle j'y remettrai les pieds. Si on m'a viré, c'est que j'ai été mal
j'y étais mal et donc il n'y a pas de raison que j'y revienne. Donc, mais je suis quand même les résultats, pourquoi? Parce qu'il y a quand même des joueurs que j'ai, de moins en moins, hein, mais il y a toujours des joueurs comme Eric Loun, tout ça, que je suivais particulièrement parce que je les ai eus entre les mains. Et voilà, mais de plus en plus, je suis le Biarritz Olympique comme toutes les autres équipes. Comme toutes les autres équipes, mais vous avez une idée sur ce qui se met en place avec Brusque à la présidence, Darry Carrère qui vient de re-signer. Il y a un nouveau projet qui se met en place pour le BO. De toute façon, il n'y avait que ça qui pouvait faire avancer les choses. Et puis, il fallait surtout repartir complètement à zéro. Hein. Vous n'êtes pas sans savoir que tous les ans, le Biarritz Olympique avait des difficultés financières à repartir. Parce qu'il fallait d'abord boucler le budget et ensuite préparer le budget prévisionnel. Donc, il fallait aller chercher doublement de l'argent. Mais voilà, c'est le contexte économique aussi qui est difficile pour tous les clubs. Et donc il faut batailler. Alors ce qu'il fait, je ne sais pas, je ne suis pas de près, mais sur ce que je peux entendre, il est en train de restructurer, quoi. Et donc, ça passe obligatoirement par là. Mais les résultats, ils ne viendront qu'avec le temps, parce qu'une structuration, ça prend du temps, et on ne peut pas avoir des résultats du jour au lendemain. Il y a aussi une place faite aux jeunes, que ce soit à Biarritz mais aussi à Bayonne, avec de très bons jeunes, si on prend Biarritz comme Maxime Lucu par exemple qui est en train d'éclore. Est-ce qu'on ne les a pas un peu trop oubliés à votre époque ou c'était des générations qui n'avaient pas forcément le niveau? À mon époque, il fallait déjà lui enlever quelques années, donc je ne pense pas qu'il soit Non. prêt à cette époque-là. Mais non, moi je fais partie des entraîneurs qui ont donné leur chance aux jeunes du centre de formation. On en avait 6 ou 7 dans l'équipe. Quel est pour vous le futur du rugby basque? C'est délicat, on en parlait tout à l'heure des moyens qu'ont les petits clubs pour survivre. Et donc forcément, plus vous montez dans la hiérarchie, plus il faut des fonds et des budgets importants. Et la hiérarchie aujourd'hui, elle est tracée, c'est Bayonne qui domine le rugby basque. Et ensuite, il y a Biarritz et bien sûr des autres clubs. Alors je mets Pau un peu en retrait parce que il ne serait pas content, mais vous m'avez parlé de basque, on ne peut pas parler de mélange berno-basque. Mais voilà, la hiérarchie aujourd'hui elle est établie. Est-ce qu'elle sera celle-là pendant des années? On peut se garer, c'est une excuse. Où vous voulez, madame, où vous voulez vous garer. Oui, la petite rue en face, il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc la difficulté, c'est les années à venir. Est-ce qu'on va retrouver le top 14? C'est ça la grande question. Est-ce que Bayonne aura les moyens d'augmenter nettement son budget? Parce qu'aujourd'hui, un budget de top 14 pour rivaliser avec les grosses écuries, c'est au moins 20-25 millions. Quoi, hein. Est-ce que dans la région on peut se permettre d'avoir ce budget-là? Vous savez ce que c'est, il suffit qu'un mécène arrive et ça change toutes les données. Mais le fait de dépendre d'un seul homme aussi, on a vu toutes les difficultés que ça pouvait amener, notamment au club de Biarritz. Donc voilà, on a souvent parlé d'une union, maladroitement d'ailleurs, des deux principaux clubs de Côte Basque, et on n'a jamais parlé de création d'un grand club. Et c'est tout, je dirais, tout le point négatif qui a été amené par deux grands communicants qui à l'époque ont parlé de fusion, chose qu'il ne fallait absolument pas faire, parce que les pro-Biarro et les pro-Bayonnais se voyaient complètement disparaître, et quand les futurs mariés ne s'entendent pas, c'est pas la peine de leur faire passer la vague au droit. donc voilà. Mais est-ce qu'il y aurait la possibilité de créer une entité basque pour rivaliser avec les grosses écuries? Sincèrement, je le pense. Alors en ratissant large, en allant un peu de l'autre côté de la frontière. Et on le voit, l'engouement que l'on a suscité avec le Biarritz Olympique en Coupe d'Europe, quand on jouait à Anoeta, il n'y avait pas que des Français parmi les spectateurs, il y avait aussi des Basques espagnols. Et je me rappellerai de ça, quoi. Les gens faisaient des kilomètres, ils venaient hors de la région. Et on remplissait le stade facilement, donc cet engouement-là, j'espère qu'un jour on le connaîtra avec une équipe basque. J'ai lu que vous suiviez tous les matchs que vous pouviez, ou au moins les résultats. Oui, je regarde, oui. Est-ce que vous voyez Bayonne monter cette année? Oui, ça sera difficile, mais bon, il y a Mont-de-Marsan qui revient avec force. Mais après, le problème des matchs éliminatoires, c'est que voilà, un jour sans, un buteur le jour sans, et vous pouvez passer complètement à côté.
C'est pour ça que j'ai toujours été, moi, pour un championnat où le plus méritant, c'est celui qui finit premier et qui devient champion de France, comme on fait au football. Mais là, le problème de l'accession, c'est délicat parce que sur une journée, vous pouvez tout perdre. Mais enfin, il semble bien parti parce que les matchs qu'ils ont perdus dernièrement, c'est parce qu'ils faisaient tourner l'effectif. Bon, s'ils possèdent tout leur effectif et l'équipe au complet, oui, je le vois passer. Ouais, je le vois passer. Dans le même article, vous étiez surpris de voir que les jeunes regardaient moins le rugby. Est-ce que ça manque pas un peu de spectacle? Non, je pense qu'ils sont moins passionnés comme pouvaient l'être à l'époque. Moi, j'ai des joueurs de Cambo qui ne regardent pas les matchs, à la télé. Ils ne connaissent même pas les effectifs. Ils sont loin de faire les collections Panini qu'on faisait nous à l'époque, où moi je connaissais des joueurs de n'importe quel club. Enfin, j'en connaissais 6 puisqu'il n'y avait que 6 collages à faire. Mais là, les gars, ils ne regardent même pas les matchs. Ouais. Ils ne connaissent même pas les joueurs, ils regardent l'équipe de France. Et encore, je ne suis pas persuadé qu'ils regardent tout le temps l'équipe de France. L'équipe de France, c'est pas aussi peut-être le même problème. C'est pas grave de perdre contre les All Blacks en quart de finale de Coupe du Monde, mais c'est quand même grave de ne pas avoir un bon match, un match avec de l'engouement dans cette Coupe du Monde. Oui, c'est vrai qu'on dit toujours que... Moi, les anciens me disaient, et je me rappelle la réflexion un jour de Philippe Dentrans qui disait, mais moi, un match de l'équipe de France, même avec une jambe cassée, au Parc des Princes, je joue quand même. Et voilà. Et on n'a pas senti chez les joueurs, mais on le disait tout à l'heure, les jeunes changent. Ils n'ont plus cet engouement et cette envie qu'on pouvait avoir à l'époque. Je dénigre pas, je dis qu'ils vivent avec leur temps et que c'est pas le même que le nôtre. Et puis voilà. Mais c'est pas facile. Avec cet apport, je le disais tout à l'heure, d'entraîneurs étrangers et de joueurs étrangers, on donne moins de chance et moins de temps de jeu aux jeunes qui ont des qualités. Mais vous savez, tout ça, c'est le besoin de résultats immédiats qu'attendent les clubs qui font qu'on fait appel de suite aux meilleurs joueurs, on veut de suite avoir la meilleure équipe. Vous imaginez qu'une équipe comme le Racing, depuis les années qu'ils investissent dans des nouveaux joueurs, c'est dramatique pour eux de ne pas avoir eu la finale de la Coupe d'Europe. Ils vont se rabattre sur le championnat de France, mais s'ils ne sont pas champions de France, ils auront investi des millions pendant des années pour n'avoir aucun titre. Et puis un jour, ils vont forcément en avoir un, parce que je me dis qu'au bout d'un moment, ils vont changer d'entraîneur, ou ils vont changer de président, mais ils vont être obligés d'avoir un titre. Bon, et là, ça va être la fête, ils vont s'extasier. Oui, mais il faut regarder en arrière. Pendant des années, ils ont mis des millions et ils ont eu un titre. Oui, mais c'est la moindre chose d'avoir un titre quand on investit autant d'argent. Et ça, c'est dommage, parce que voilà, le fait d'avoir, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le fait d'avoir obligatoirement besoin de résultats le plus vite possible, eh bien on fait appel à une main-d'œuvre étrangère, et ça au détriment des joueurs français. Et c'est dommage parce qu'il y a des joueurs de qualité. Si on n'avait pas fait jouer Wenceslas Loré quand il avait 18 ans, aujourd'hui il ne jouerait pas dans un grand club. Est-ce qu'il y a un problème d'offre et de demande aussi? Est-ce que les joueurs français ne signent pas trop tôt dans des clubs où ils savent que ça va être compliqué de jouer? Non, le problème au départ, et moi j'étais au départ de la venue de joueurs étrangers, si vous voulez, quand le rugby est passé professionnel, le joueur français, à sa décharge, il a voulu tout d'un seul coup. Et quand les agents sont arrivés pour proposer des joueurs, on nous demandait des masses, des salaires qui étaient énormes pour ce que pouvait apporter le joueur, alors qu'on avait un Fidjien à côté, on avait 2 Fidjiens ou 3 Fidjiens pour le même salaire. Mais moi j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait venir 2-3 joueurs parce que j'avais besoin d'un effectif quantitatif, et j'ai fait venir 3 joueurs pour le salaire d'un Français. Et après ça a été l'escalade. Et après, les Français, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont revu les salaires à la baisse et on a pu les faire jouer. Alors c'est un peu vicieux le système, mais au départ c'était ça. Voilà pourquoi au départ vous avez eu des joueurs étrangers qui sont arrivés. On ne pensait pas que ça allait durer autant de temps et que maintenant, vous imaginez que moi je m'occupais de recrutement jusqu'à un certain niveau salarial, et les agents des fois me disaient bon, ce jour-là tu l'as pour 10 000 nets par mois. 10 000 nets par mois, j'ai dit mais qu'est-ce qui m'apporte pour 10 000 € nets par mois? Parce qu'il était incapable de répondre. Et donc voilà, ça a été l'escalade, et vous verrez, le rugby à ce niveau-là, les salaires reviendront à la baisse parce qu'économiquement on ne peut pas suivre. Combien de clubs aujourd'hui, et on ne le sait pas officiellement, combien la DNACG épingle des clubs? Alors il y a des sanctions, de temps en temps ils en épinglent un, et puis mais combien sont en difficulté? Si les droits télé n'avaient pas augmenté, combien d'entre eux seraient en difficulté? C'est une économie qu'on ne peut pas suivre. Bon, merci beaucoup Laurent Rodriguez, et on se retrouve l'année prochaine sur le banc de Cambo. Avec plaisir, merci beaucoup.